Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau live métier avec MyFuture. Je suis Sextine, je serai l'animatrice aujourd'hui pour vous faire découvrir plein de secteurs, des différents métiers autour du thème de la science. On va y revenir tout de suite. Voilà, ce live est co-organisé et co-diffusé avec Impala à l'initiative de la Cité des métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si vous venez d'ailleurs de ces régions, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, ça fera très plaisir. Voilà, donc comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui ont un attrait pour les sciences physiques, sciences de la Terre et sciences de la vie, vous allez être ravis car nos professionnels d'aujourd'hui en sont des spécialistes. On va y revenir tout à l'heure avec justement l'intitulé de leurs différents métiers. Aujourd'hui, c'est un live assez exceptionnel pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur MyFuture. On fait d'habitude ça avec un professionnel, voire deux professionnels. Aujourd'hui, on en a 4. Voilà, donc c'est vraiment pour vous servir. Donc, n'hésitez pas, et c'est pour ça qu'on a une modération avec deux superbes modératrices ce soir, avec notamment Charlotte et Margot. N'hésitez pas à vous référer à leurs commentaires pour y voir un peu plus clair et aussi pour être sûr d'avoir tout compris. Leur rôle, ça va être un peu de résumer tout ce qu'on va s'échanger, tout ce qu'on va se dire avec les professionnels d'aujourd'hui. Donc aussi, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à regarder directement les commentaires. Et bien évidemment à participer, parce que le but de ce live, c'est qu'il soit participatif. Voilà, je le répète à chaque fois, mais vraiment chaque commentaire compte, même si c'est juste pour commenter la météo, pour faire un début. N'hésitez pas à faire votre introduction, je vais y arriver, sur le live. Ça fera très plaisir, surtout que je sais qu'on est beaucoup à être attendus aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai une petite liste que je vais vous partager tout de suite des établissements qui nous ont répondu présents. N'hésitez pas à me dire si j'ai écorché le nom de l'établissement, si j'ai oublié le vôtre, ou si au contraire je l'ai cité. Ça fait toujours plaisir de se faire reconnaître. C'est parti pour la longue liste. Soyez indulgents, elle est longue. Donc, je vais tenter de n'écorcher aucun nom d'établissement. C'est parti. Alors, du coup, bonjour au collège Stalingrad, au collège Julien Crozet-Port-Louis, collège Camille Claudel, le lycée Nevers, le collège Saint-Paul, Samuel Beckett, le collège Rabelais, l'UCO d'Angers, le lycée Jeanne d'Arc à Nancy, le collège André Malraux, le lycée Marie Curie, Jean Richepin, le collège Gaston Jolet, ensemble scolaire privé de Henri Matisse, le collège Blois et de Vienne, le point information jeunesse de Wingles, Benjamin Franklin, le collège Alain Fournier, Simone Veil, Émilien Maillard, le collège Roger à Carcassonne, le collège Saint-Viateur Canaguet-Sévigné, le lycée François-Pierre Loti-Sévigné, le collège Georges Braque, le collège Pierre et Marie Curie, Émile Zola, Eugène Lefebvre, le lycée Langelin-Vallon, le collège Magicavo, le LP de Jeanne Catallier, le collège Sainte-Marie, Stéphane Mallarmé, Sainte-Colette, le collège de Montabuzard, je vais y arriver, j'arrive à la fin de cette liste, et le dernier, le collège François Brossette. Voilà, donc effectivement, si je n'ai pas cité votre établissement, dites-le moi en commentaire, ce serait vraiment pas bien du tout, donc je compte sur vous. Donc voilà, je vous rappelle, vous avez le chat pour poser toutes vos questions, et je vous propose tout de suite qu'on découvre le sommaire qu'allons-nous faire aujourd'hui. Alors, il va pouvoir s'afficher sur pause d'écran, telle une présentatrice de météo professionnelle. Alors, on va commencer par voir en quoi consistent les différents métiers qui vont être présentés aujourd'hui. On verra un cas concret à l'oral, bien sûr, parce que vous vous doutez que sinon, on n'aura pas le temps de tout faire. Mais ne vous inquiétez pas, on va tous sortir en comprenant absolument tous les métiers et j'en suis très heureuse. Ensuite, on verra quel parcours ont fait nos professionnels du jour. On terminera avec ce qu'ils préfèrent dans leur métier, ce qu'ils aiment un peu moins. Et sûrement, à l'oral, on passera sur tout ce qui sera anecdote et cliché dans leur métier. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et maintenant il est l'heure d'écouter justement les professionnels d'aujourd'hui. Donc on accueille chaleureusement Marius, Stéphane, Luc et Lucille qui nous rejoignent. Bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? Très bien. Bonjour. Très bien. Très bien. On a parlé très rapidement avant le début de ce live, donc j'ai appris qu'il y avait 2 Marseillais, un Toulousain et du coup un Bordelais. Génial. Bon, alors, pour faire un petit tour de table pour commencer, alors, qui est Marius? C'est moi. Super. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier? Alors, je suis directeur de recherche au CNRS et ma spécialité, c'est je suis un chimiste. Super. Je vais un peu plus loin dans la description ou... Oh, si tu as encore une ou deux phrases, je t'en prie. Oui, bon, ben voilà, moi je suis un chimiste. Un chimiste, qu'est-ce que c'est?
c'est quelqu'un qui s'intéresse à la composition et la structure de la matière et aussi qu'à ses transformations. Et moi, et donc la matière, c'est ce qui a tout ce qui possède une masse et qui a un volume. Donc tout ce qui nous entoure, c'est pratiquement on est entouré de matière. Mais moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la matière vivante, c'est-à-dire les molécules que l'on trouve donc dans les systèmes vivants, chez les humains, chez les animaux, etc., etc. Ok. J'ai pas été trop long? Non, c'était parfait et c'était captivant. Ça me donnait envie d'en écouter plus. Ok, bah, écoute, merci beaucoup Marius. On va revenir juste après avec toi. On va inaugurer les photos de présentation. Mais avant ça, on va continuer à faire un petit tour de table. Donc, on a Stéphane aussi. Stéphane, comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier? Bonjour, donc je suis directeur de recherche à l'IRD. Alors l'IRD, je me permets de préciser parce que c'est moins connu que le CNRS, c'est un institut de recherche national, mais qui a vocation à travailler à l'étranger ou dans les dom-toms pour faire du partenariat avec les organismes de recherche sur place. Et donc, alors géophysicien, ça veut dire que c'est la science de la physique de la Terre. Et je me présente assez souvent comme un chercheur baroudeur, puisque mon métier, c'était de croiser les données des satellites avec des mesures que l'on pouvait faire sur place, comme on va le voir sur les photos que j'ai choisies pour cette présentation. Génial. Bon, bah, j'ai hâte aussi d'en savoir plus. Mais il n'y a que du beau monde ce soir, franchement. On va continuer avec Luc. Luc, quel est l'intitulé de ton métier, s'il te plaît? Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis ingénieur de recherche au laboratoire I2M à Bordeaux, où donc j'accompagne des chercheurs et on travaille sur la modélisation numérique, donc avec des ordinateurs. On représente le comportement de la dite matière lorsqu'elle est impactée et comment est-ce qu'elle se fissure. Voilà, on essaie de représenter tout son comportement lorsqu'elle est soumise à certaines charges. Je ne sais pas si je suis assez... Non, mais génial, ne t'inquiète pas, on va encore mieux comprendre tout à l'heure avec les images, mais merci beaucoup en tout cas pour cette petite introduction. Et on va terminer avec Lucille. Lucille, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Bonjour, donc moi je suis docteur en médecine, du coup spécialisée en pédiatrie, et du coup c'est plus facile à comprendre, c'est vraiment des enfants qui sont malades et s'assurer qu'ils se développent bien. Ok, incroyable. Bon, bah, j'ai hâte de savoir un peu plus de vos parcours. On va y revenir, ne vous inquiétez pas tout à l'heure. Je sais qu'il y a déjà des collèges qui nous ont rejoints, donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires pour bien sûr qu'on en profite tous. Donc, on va commencer avec les photos qui ont été partagées. Donc, alors, ne vous faites pas avoir, je vais y arriver. On a les photos de Marius, oh là là, mais dites-nous qu'est-ce qui m'arrive, et de Stéphane, qui vont s'afficher sur votre écran. On va commencer avec Marius, du coup, qui concerne les deux photos sur la gauche. Est-ce que tu peux un petit peu nous commenter le choix des photos? Oui. Alors, j'ai choisi ces deux photos. La première, alors il y a un double message dans la première. Le message, c'est de dire que l'essentiel de mon métier, je le passe sur une table qu'on appelle la paillasse pour réaliser des expériences. Et j'ai représenté le personnage qui est à la paillasse, c'est un jeune garçon. Et alors j'ai mis ça tout simplement pour vous dire qu'un jour, moi, j'ai voulu faire de la recherche parce qu'un jour, je me suis retrouvé à la place de ce jeune garçon. Par le plus pur des hasards, je me suis retrouvé un jour dans un laboratoire. Et là, dès là, j'ai su ce que je voulais faire dans la vie. Ok, mais alors du coup, ôte-nous d'un doute, cette découverte, c'était via l'école ou rien à voir? Absolument pas, absolument pas. C'est mon père qui était un mécanicien qui travaillait notamment le bathyscaphe, c'est à Marseille, à la station marine d'Andoue, mais un jour, il m'a emmené avec lui, un jeudi. Hein, parce qu'à mon époque, c'était les jeudis où on n'allait pas à l'école. Il m'a emmené avec lui et il m'a laissé en garde avec des chercheurs. Voilà, dans le laboratoire. Ah, mais c'était incroyable comme histoire quand même, que c'est déclenché tout ton côté professionnel en fait.
Oui, alors j'étais un peu plus âgé que le personnage, c'est mon petit-fils, hein, le personnage. Oh, génial, Heu et donc je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. super. Et donc là, directement, tu t'es dit, qu'est-ce qui t'a attiré le plus, en fait, quand tu es Et beh, arrivé? alors bon, là, il y a pas d'aquarium, mais dans le laboratoire où c'était, il y avait des aquariums avec des éprouvettes, je savais pas à quoi ça servait, quoi. Et puis, il y a, il y a un chercheur donc que je vois toujours, hein, je connais pas son nom, mais je vois son visage, qui m'avait donné un petit livre. Il m'a dit: «Tu devrais lire ça» et en fait, c'était le voyage de Darwin et moi, Oh, j'ai lu ça et je voulais devenir Darwin pour plusieurs raisons. Premièrement, pour les voyages, hein, comme mon collègue de l'IRD qui voyage beaucoup donc moi, je voulais faire des voyages et puis, apprendre le monde, questionner le monde, voilà. C'était puis ça m'a jamais quitté, voilà. mmh. Et tu as pu voyager au final? J'ai jamais été je suis jamais arrivé, au niveau de Darwin, c'était, Mince. hein, mais par contre, j'ai beaucoup voyagé, oui. Je suis allé, faire ça c'est une des avantages du CNRS, par exemple. On est extrêmement mobile, j'ai passé plusieurs mois au Japon, au Brésil, aux États-Unis, bien sûr, en Italie, voilà. De longues Ah, périodes, de l'ordre de 3 mois chaque fois. et Heu, donc dans ton métier, est-ce que là, justement, tu me tends un peu la perche, est-ce qu'il faut savoir parler des langues étrangères? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est même une nécessité? alors c'est une nécessité de parler anglais, hein. Alors si on peut parler d'autre chose que l'anglais, c'est si on moi j'ai jamais été capable de parler le japonais quand je suis allé au Japon, mais on s'exprime en anglais, donc ça c'est l'anglais, c'est le langage de La base base. de tous les chercheurs et voilà, donc ça c'est très, très important. Moi, quand j'ai terminé mes études de lycée, j'étais absolument incapable d'aligner 2 mots d'anglais. Heu et bon, je C'est pense que que tu aimais ça pas ça? pardon? C'est que Ben tu c'est pas que n'aimais pas j'aimais ça? pas ça, c'est que je sais pas, ça je pense que l'enseignement était pas très adapté à l'anglais parlé, quoi. Voilà Mmh. Non, et puis et des ap fois, c'est vrai que dans le monde, dans le milieu professionnel, on trouve un second intérêt quelque part à apprendre oui, l'anglais et à oui, vraiment le pratiquer. Et des fois, on peut oui, se révéler même oui, tardivement, hein, sur oui, certaines oui, matières, et ça ne concerne pas que l'anglais d'ailleurs. bien sûr. Alors je peux pas dire qu'à l'heure actuelle, je parle un anglais, très, châtié, ni l'anglais d'Oxford, mais bon, voilà, je parle anglais. C'est un début, quoi. Oui, je parle anglais, je peux m'exprimer, je me fais comprendre. Non, Super. il est pas mauvais l'anglais, hein, mais c'est pas Tu vas presque me donner envie de te demander de parler anglais là. non, tu vas pas faire ça. On verra à la fin du live. N'hésitez pas à me dire si D'accord, vous, si vous d'accord. voulez voter pour voir ça dans les commentaires. Donc alors du coup, tu m'as parlé d'un laboratoire. Euh, pour toi, dans ton métier actuel, est-ce que tu passes énormément de temps du coup sur le terrain, dans des labos, ou est-ce que tu es plutôt derrière un ordinateur? Comment ça se passe en fait? Alors moi, la paillasse, ça fait un petit moment que je ne la pratique plus, Ah, heu, parce que l'évolution du métier, est comme ça, c'est que quand on commence, déjà en thèse, par exemple, quand on prépare une thèse de doctorat ou même quand on est jeune chercheur, il faut, donc passer beaucoup de temps à la paillasse pour faire des expériences. Puis après, en prenant de l'âge et de l'évolution dans notre métier, on est amené à encadrer des étudiants. Et donc, au début, on a un étudiant, donc on partage, la paillasse, on se répartit le travail d'expérience, mais plus on progresse et plus on se détache de la paillasse. En tout cas en chimie et dans les sciences de la vie, c'est comme ça. donc en fait, Et c'est donc une passation de savoir en fait. voilà, c'est une passation de savoir et puis plus on progresse dans notre métier, plus on est amené à faire d'autres choses, beaucoup d'administration. On est amené à parce qu'on a besoin d'argent pour faire de la recherche, on en parlera. Donc on est obligé de faire d'écrire des projets pour avoir de l'argent et ça prend de plus en plus de temps, ce qui nous éloigne beaucoup de la paillasse. Et en même temps, ce qu'on fait, il faut écrire les publications, et donc ça, c'est derrière un bureau, mais il faut aller diffuser à l'étranger ses découvertes, entre guillemets. Hein, donc, ce qui nous amène beaucoup à voyager pour participer à des congrès
ou aller dans des universités pour enseigner, etc., etc. Donc, à la fin, à l'heure actuelle, je ne fais pas beaucoup de paillasse. D'accord. C'est Alors, ça du coup, qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans une journée? Si tu devais nous donner rapidement une journée type, quelles sont les différentes choses que tu peux être amené à faire? Ou une semaine type, peut-être? Parce que peut-être que Voilà, dans alors, une semaine, il y semaine a un petit type, voyage. c'est bon. Déjà, il faut faire ce qu'on a suivre l'évolution des recherches internationales dans son domaine, c'est-à-dire D'accord. lire des publications, hein, qui sont publiées par des collègues, des Japonais, des Brésiliens, des Américains, etc. Donc se tenir au courant de. Après, il y a des réunions, on a des réunions avec des chercheurs où on échange, on discute, on échange, mais on discute surtout des résultats qui sont obtenus, hein. Et puis on essaie de les rationaliser. On se pose des questions, hein, on se pose des questions, on tente de répondre à ces questions. Et alors après, je donne quelques heures de cours, hein, à des étudiants. Ok, super. Et, et depuis peu, je m'investis pas mal dans la médiation scientifique, dans la vulgarisation, voilà, au niveau des écoles et des collèges et des lycées. Bah, un petit peu ce que tu nous fais aujourd'hui grâce à ces lives. Voilà, voilà. C'est Mais je génial. passe un peu plus de temps, et voilà. Donc moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est le biomimétisme. Donc s'inspirer de la nature pour réaliser quelque chose. Et donc ça, à travers ça, je vais dans des écoles pour leur parler de biomimétisme, ce qui me permet de les sensibiliser à la biodiversité, quoi, à la protection de la biodiversité, l'environnement, etc. Hmm. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour De rien. cette petite explication. Alors, sache qu'il y a eu un sondage qui s'est formé déjà dans les commentaires et qu'on demande à 75% que tu nous montres ton niveau d'anglais en fin de live. Ok, ça va. Tu as accepté le challenge, c'est bien. J'accepte. Alors, du coup, il y a Célia d'ailleurs qui pose une question dans le chat que je poserai d'ailleurs à tous par la suite. On va commencer par toi, vu que tu es avec nous. Quels sont tes horaires? À qui tu poses la question? Du coup, à toi. Ah bah, quels sont Oui. mes horaires? Mais il n'y a pas d'horaire. Bon, Ok. j'essaie d'être à mon laboratoire à 9h et de partir vers 18h. Mais j'emporte du travail à la maison. Enfin, Ouais, je veux dire, c'est un métier passion. voilà, il y a pas de fin. Enfin, en tout cas, oui, j'emporte du travail à la maison. Je prends le métro. Voilà, je pense à voilà. C'est c'est- c'est vraiment un métier passion et on n'est jamais dégagé de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on ne pointe pas, hein. Ça veut rien dire, ça. Mais pour autant, c'est pas une corvée, rassure-nous. Ah non, c'est pas une corvée. Puis si un jour j'ai envie d'y aller à 10h, je vais à 10h, hein. Voilà. Très bien. Mais je veux bien que tu nous commentes la deuxième photo que tu nous as Alors, partagée. la deuxième photo, c'est que donc je vous ai dit que je m'intéressais à la matière, mais à la matière vivante. Et ça, c'est un exemple de matière vivante. C'est ce qu'on appelle, c'est une protéine. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille plus protéine, c'est une macromolécule biologique. Et ça, c'est une représentation d'une protéine. Alors moi, j'ai l'habitude de dire c'est une représentation italienne avec des tortellini, des spaghettis et des tagliatelles. Là, Voilà. tu Donc me ça, parles beaucoup mieux, là. voilà. Et donc c'est la façon dont on se représente ces molécules-là. Voilà. D'accord. Ok. Et qui sont des molécules extrêmement importantes chez tous les êtres vivants, puisque c'est grâce à ce type de molécules-là, donc des enzymes, des protéines qui ont des activités enzymatiques, ben, qui font que nous sommes vivants, quoi. Voilà, qu'on respire, voilà, qu'on marche, qu'on se déplace, etc., etc. Oui, c'est vrai que parfois, on a du mal à l'imaginer, en fait. Ouais. Quand on le voit comme ça. Oui, et il y a des choses absolument extraordinaires dans le vivant, hein. J'enseigne à des en maîtrise, par exemple, il y a des moteurs moléculaires,
hein, dans le vivant, des moteurs avec un stator et un rotor. Donc, ce sont des macromolécules qui sont douées de propriétés mécaniques. C'est absolument fascinant. Ah ouais, non, c'est vrai. Et voilà, et puis on en voit qui se déplacent sur des protéines qui se déplacent sur d'autres protéines pour arriver à toucher le noyau des cellules. C'est Non, c'est c'est vrai que absolument fascinant. C'est absolument ah fascinant. oui, ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour De cette rien. présentation. Et puis, on va passer le relais à Stéphane qui nous a partagé les 2 autres photos que vous pouvez voir sur la droite. Stéphane, je veux bien que tu me rappelles ton métier et que tu peux essayer de nous expliquer un peu pourquoi le choix de ces 2 photos, s'il te plaît. Alors, donc, mon métier hein, de géophysicien, avec une vocation à sortir de la France métropolitaine, hein, pour aller exporter un peu notre savoir, il a beaucoup consisté à… alors, j'ai une petite parenthèse qui est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la France est un des pays moteurs au monde sur les données par satellite. D'accord. Donc, mon métier a consisté à exporter cette connaissance et apporter le savoir-faire, savoir utiliser ces données, cette information dans les endroits donc, où j'ai travaillé. J'ai passé à peu près 20 ans de ma carrière en dehors de la France métropolitaine. Hein. Wow. Donc, au Brésil, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, en Inde, Bangladesh, bon voilà. Incroyable. Et donc, de travailler avec des gens dans les universités de ces endroits-là, de ces pays-là, pour en particulier, former les jeunes à savoir utiliser ces données. Et donc, la première photo, c'est par exemple la photo, donc c'est une mesure sur l'Amazone avec donc un étudiant brésilien où, alors, celui qui fait rien, là, qui prend la photo qui fait rien, c'est moi, hein, et celui qui travaille, c'est l'étudiant, hein, pour qu'il apprenne donc à faire une mesure de niveau. On voit, c'est peut-être un peu difficile, mais qu'il y a une petite antenne au-dessus de sa tête, là-haut. Oui. Et donc, c'est une antenne de système GPS, hein, qui est assez connu, sauf que celui-là, c'est un système de précision où on va pouvoir mesurer la hauteur de l'eau à quelques millimètres près. D'accord. Et donc, apporter, voilà, comment on installe l'appareil, comment on fait la mesure, et ainsi de suite, pour que lui, après, dans son université au Brésil, il soit en capacité d'utiliser ces mesures. D'accord, donc il y a quand même pas mal de similitudes aussi avec le parcours de Marius pour ça, d'avoir ce côté passation de savoir aussi, de partir à l'étranger. Est-ce que comme lui, tu parles du coup anglais? Oui, et plus que l'anglais. Oh, quoi d'autre? Au Brésil, par exemple, il fallait parler portugais. Ah bah oui, forcément. Voilà. Et puis alors, 2, 3 mots de russe, d'espagnol, bon voilà, en fonction des endroits où j'ai été obligé d'aller, enfin obligé, non, où j'ai dû aller pour pouvoir ne pas parler que anglais justement. Parce que tout le monde aime, il y a des pays où les gens ne sont pas super chauds à ce que vous parliez anglais. Au Brésil, par exemple, c'était pas très bien vu. Donc, il fallait apprendre très rapidement le portugais pour pouvoir se faire accepter et travailler avec les gens. Ah oui, surtout si tu restes quelques mois dans un pays, en plus de ça, parfois, ah bah oui, quelques années carrément, ça peut devenir plus compliqué. Ok, mais incroyable, je trouve ça génial, super. Alors, je vais te poser la même question, parce qu'elle a été posée dans le chat tout à l'heure, bon, pour tout le monde. Quels sont tes horaires à toi? Moi, je vais répondre comme Marius, il n'y a pas d'horaire. Être un chercheur, c'est un peu, bon, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais c'est un peu comme être amoureux. Hein, on n'est pas amoureux le matin et on ne l'est plus le soir, on est amoureux toute la journée. Chercheur, c'est pareil. Même si vous laissez votre ordinateur sur le bureau, la question, elle continue à vous tourner dans la tête dans le métro, hein, et vous continuez à y réfléchir. Et il y a même des fois, en fait, on s'aperçoit qu'on a continué à y réfléchir pendant la nuit parce que c'est le matin qu'on se dit, mais oui, mais c'est bien sûr, hein, et qu'on trouve la solution à une question qui vous tourne dans la tête pendant plusieurs jours, des choses comme ça. Donc, voilà, il n'y a pas d'horaire. C'est ça qui est beau presque dans le métier, quoi. C'est que, bon, des fois, vous allez rester toute une journée sans trop rien faire parce que vous n'arrivez pas à avancer. Et puis, il y a d'autres jours où vous allez rester 10 heures, 12 heures devant votre écran parce que ça y est, vous avez trouvé et vous êtes pressé d'aboutir.
Ah, mais c'est génial, mais rien qu'à vous entendre parler tous les deux, on sent que vous êtes passionnés et ça donne encore en plus envie de connaître un peu vos quotidiens et ce que vous faites dans vos métiers. Et toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux être amené à faire, comme je vous posais la question tout à l'heure, sur une semaine, quelles sont les différentes tâches que tu peux être amené à faire? Parce que là, tu nous as partagé 2 photos qui se situent à l'extérieur. Est-ce que du coup, tu passes énormément de temps à l'extérieur ou c'est exceptionnel? Comment ça se passe? Alors, moi, donc, de part, bon, c'est un peu particulier à mon travail, hein, mais mon temps, je peux dire qu'il s'est partagé à moitié-moitié entre le bureau, hein, l'ordinateur. Hein, pour être physicien, faut être bon en informatique, il n'y a pas de mystère. Hein, en physique, bien sûr, et en informatique, pour écrire tous les programmes de calcul et tout ça. Et sur le terrain. Donc, voilà, j'ai dû naviguer à peu près tous les océans, faire du terrain sur la plupart des grands bassins de rivières, dans à peu près tous les continents. Et donc voilà, au total, ça doit faire à peu près moitié-moitié à collecter des mesures sur place. Hein, là, par exemple, donc la première photo, c'est l'Amazone. La deuxième, c'est le fleuve Maroni, hein, que je me permets de dire le plus grand fleuve français, à la frontière de la Guyane. Et donc, récupérer ces données. Et après, au bureau, il faut traiter les données. Et ma spécialité, c'était donc de les comparer avec des données satellitaires pour voir si les données des satellites sont bonnes, s'il faut les améliorer, et ainsi de suite. Et donc, pour faire tout ça, tu as des logiciels pour t'aider? Comment ça fonctionne? La plupart du temps, on se les écrit. Ah, d'accord. Ok. Ok, génial. Et alors, dans ton métier, qu'est-ce que justement est le plus stimulant pour toi? C'est difficile de choisir. Non, c'est difficile de choisir. Ouais, je me dis c'était la question piège, en fait. J'ai eu une vie, c'est même pas, donc je dis ça aussi pour les jeunes, hein, c'est même pas une vie rêvée parce que dans ma banlieue, autour de Paris, hein, quand j'étais gosse, j'aurais jamais rêvé d'avoir une vie comme ça. Donc c'est même pas une vie rêvée, c'est une vie extraordinaire, la vie que j'ai pu avoir, parcourir le monde, aider un petit peu modestement à comprendre ce monde, hein, à aider par exemple à ce que, par exemple, je sais pas, aujourd'hui tout le monde a des données GPS dans son téléphone, mais personne ne sait que dans les années 90, on était un consortium de scientifiques et qui ont réussi à voler les données aux militaires américains pour les rendre accessibles à tout le monde. Bon, et ça, une fois que maintenant c'est public, que tout le monde peut en profiter, on est content de soi quand même, quoi. On a un peu l'impression d'avoir contribué à quelque chose. C'est ça, mais c'est grâce à vous que le monde avance, justement. C'est ça qui est aussi passionnant dans ces métiers, c'est de se dire, quelque part, on a sans arrêt le cerveau en ébullition parce qu'on peut toujours trouver des solutions encore meilleures pour faire avancer les projets. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que c'est très concret au final. C'est des métiers qui parfois peuvent être durs à comprendre de l'extérieur, mais ils sont extrêmement concrets. Et donc, c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'être avec vous tous ce soir pour justement comprendre un peu mieux des petits fragments de vos métiers. Donc, ça fait très plaisir. Et puis là, justement, tu parlais de voyage, mais tu en parlais un petit peu au passé. Est-ce que tu as d'autres voyages prévus, d'autres missions prévues? Ou est-ce qu'au contraire, tu as décidé de rester pour l'instant en France? Non, la semaine prochaine, je retourne en Guyane faire des mesures là-bas. Oh, génial. Super. Tu vas pouvoir partir avant l'hiver très froid. Ça, c'est bien. Pour le coup, c'est vraiment être chanceux. Écoute, super. Est-ce que tu veux commenter la deuxième photo un peu plus? Alors, j'avais choisi cette photo, c'est une illustration donc d'une activité que j'ai un petit peu fait croître ces dernières années, qui était de la communication avec des jeunes. Donc là, c'est la photo où, à l'occasion d'une vraie manip scientifique, hein, où on remontait donc le fleuve Maroni en pirogue et on faisait des mesures tout au long du trajet. On avait emmené un groupe, une dizaine de lycéens, donc avec des lycéens de Toulouse et des lycéens de Cayenne, en Guyane. Un, pour les mettre ensemble, pour qu'ils partagent un petit peu leurs expériences de lycéens, et deux, pour que ils voient ce que c'est qu'effectivement ce travail de chercheur, de collecte d'informations, d'essayer de comprendre les choses. Voilà, donc c'était pour illustrer ce travail-là, d'essayer justement de motiver des jeunes à faire ce travail de chercheur et s'investir vraiment dans
dans ce travail de chercheur, sans oublier que le premier investissement qu'il y a à faire, bon, c'est de travailler à l'école. Totalement. Il y a des retards qu'on a du mal à rattraper. Hein. Être chercheur, c'est un peu comme de gagner une médaille aux Jeux Olympiques, hein, puisque maintenant on a eu les Jeux Olympiques. C'est des efforts sur toute une vie, quoi. Puis en même temps, c'est réussir à vivre, faire de sa vie une aventure quelque part aussi. Voilà. Trop bien. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, on va passer à Luc et Lucille. Donc, commençons par Luc pour les 2 premières images que vous voyez sur la gauche. Est-ce que, Luc, tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu fais au quotidien et nous expliquer pourquoi tu as choisi ces 2 photos? Oui, voilà. Alors, alors, je suis un tout petit peu différent de Marius et de Stéphane. C'est-à-dire que je suis ingénieur de recherche. Donc, je fais partie d'une équipe et j'accompagne un chercheur avec qui je travaille à peu près tous les jours. Et puis, je travaille, du coup, je suis dans le domaine de la mécanique. Donc, je suis techniquement mécanicien, mais ça n'a rien à voir avec les voitures ou les garages. C'est une discipline de la physique. Donc, j'étudie la matière. La matière et son comportement. Voilà. Et du coup, je vais tout de suite sur la première photo. C'est aussi une dimension qui est très très chouette de ce métier-là. Donc, j'associe aussi le métier de chercheur parce qu'elle existe aussi. C'est la transmission du savoir aux pairs, donc aux autres chercheurs dans le monde. Donc, on va faire des conférences, soit en France, soit un peu partout dans le monde, et on va écouter d'autres chercheurs qui vont présenter leurs travaux, ce qu'ils ont fait dans l'année à peu près. Et nous, on va présenter nos travaux. Et donc, du coup, il va y avoir un échange d'idées. On va travailler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des Brésiliens, mais on travaille aussi avec des Européens, enfin, beaucoup de personnes. Super. Voilà. Ça fait une énorme colonie de vacances quelque part. Voilà, donc c'est pendant une semaine, on se retrouve et on discute. Donc c'est des cerveaux en ébullition et là on dit waouh, c'est génial ce qu'il fait. J'aimerais bien travailler avec lui. Et ça c'est super. Donc alors pour faire ces espèces de réunions, comment ça se passe? C'est que toi tu vas un petit peu chercher de ton côté sur Internet, il y a des écrits, des personnes qui ont étudié les mêmes choses que toi, ou est-ce que comment ça fonctionne en fait? Parce que tu trouves ces personnes, comme tu dis que c'est dans le monde entier, il faut trouver des personnes qui... Comme le disait, je crois que c'est Marius qui le disait, il y a des gens qui écrivent des articles et donc on les lit, ces articles, où ils présentent leurs travaux. Et c'est là où on connecte du coup en se disant, tiens, ils travaillent sur le même sujet que moi ou un sujet qui est très proche. Ça pourrait être chouette qu'on échange nos idées. Et ces grandes réunions, ces conférences où il y a des fois plusieurs milliers de personnes. C'est dans des grands amphithéâtres, c'est très impressionnant, surtout quand on parle devant beaucoup de monde. Ah bah oui, en anglais, forcément. Voilà, en plus. Et ben, on les trouve, il y a des groupes de chercheurs qui se réunissent et qui organisent ces conférences-là. Il y en a dans tous les domaines différents, à peu près tout au long de l'année. D'accord, incroyable, super. Donc, c'est vraiment des jardinières d'idées. Ouais. Tu dois être habitué normalement à prendre la parole en anglais devant tout le monde. Ça va. Oui, ça va. Ça reste un supplice quand même, je sens. Non, c'est toujours la pression là quand on est dans un grand amphithéâtre avec quelques centaines de personnes qui nous écoutent et on a cette humilité de dire que notre travail, on se fait juger dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on est évalué sur notre travail et on a envie que ce soit bien, donc c'est un peu stressant forcément. Ouais, mais c'est génial. Donc mais c'est une bonne partie. C'est justement ces espèces de grandes conférences dont tu nous parles. Ah, oui. Ça doit être super parce que j'imagine qu'il y en a certaines où il n'y a pas vraiment beaucoup d'avancées et d'autres peut-être où d'un coup vous dites ah bah tiens ouais cet axe de recherche je l'avais pas vu. Exactement. C'est un moment où on voit quelqu'un qui présente. Waouh, c'est très très impressionnant ce qu'il fait et je trouve ça formidable. J'ai envie de le faire. Ça pourrait marcher pour mes applications. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu où on doit avoir, quelque part, on va rechercher cette forme de reconnaissance, de dire ah bah super, je veux trouver une grande avancée qui pourra servir et donc peut-être qu'on se souviendra de mon nom aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui traverse un peu l'esprit de temps en temps? Alors,
c'est très, très compliqué comme question. Je pense qu'on a tous envie de laisser notre marque un petit peu dans l'histoire, mais il faut être humble et savoir qu'aujourd'hui, la science, c'est des tout petits pas, c'est des tout petites briques sur un très grand mur, et on participe tous à notre échelle, et il n'y a pas que les gens qui présentent. Quand il y a une personne qui présente des travaux, c'est souvent toute une équipe qui est derrière, donc ça va des étudiants qui ont une vingtaine d'années au professeur émérite qui, lui, a dirigé ces recherches-là. Ouais, C'est collaboratif. ouais, et c'est ça qui est génial aussi, que le travail en équipe, c'est important pour pouvoir Oui. avancer et puis débloquer les problèmes si vous en rencontrez aussi, j'imagine. Oui. Comme on a posé la question déjà aux deux premières personnes, quels sont tes horaires pour toi? Est-ce que toi aussi, c'est un métier passion et du coup, tu n'as pas vraiment d'horaire? Alors, oui, c'est pas très, du coup, c'est plus très original, mais oui, il y a pas d'horaire. Alors, on essaye tout de même de garder une vie de famille. Enfin, on a nos amoureux, nos amoureuses, nos amis, notre famille. Mais moi, je viens assez tôt le matin et ça m'arrive de repartir très tard le soir. Mais parce que ça me passionne, parce que j'aime énormément ce que je fais. Et comme on dit, si tu aimes ton métier, tu ne travailleras pas un jour de ta vie. C'est ça, c'est quelque part, c'est une chance aussi d'avoir un métier passion pour ça, c'est génial. Donc, tu nous as partagé une deuxième photo. Je veux bien que tu me la Oui, présentes. voilà, donc c'était pour démontrer, enfin, un peu représenter ce que je fais réellement. Donc, je passe 90% de mon temps devant un ordinateur. Je travaille essentiellement avec ça. Et j'ai dû saisir le moment d'une vidéo que j'avais réalisée pour une présentation. On voit un projectile qui transperce une plaque. Et cette plaque, c'est de la céramique. Donc, c'est la même matière que les assiettes. Et le projectile, c'est de l'acier, mais c'est pas très important. Et on voit du coup qu'il y a un trou qui se fait, bien évidemment, mais il y a plein de fissures qui vont ensuite se propager. Et le but de la modélisation numérique, c'est de pouvoir représenter fidèlement la fissuration, comment est-ce que ce matériau il va se comporter. Et on travaille essentiellement avec des gens qu'on appelle des expérimentateurs. Donc, c'est aussi des chercheurs, tout comme moi. Mais moi, je suis numéricien, donc je travaille avec des outils numériques et eux font la même expérience, mais en vrai. Donc là, on va pouvoir comparer nos deux résultats. Donc, eux, ils s'amusent à exposer des assiettes, quoi. Oui, à des vitesses. Là, c'est une image, on ne saisit pas bien, mais le projectile, il peut aller à plusieurs centaines de mètres par seconde. C'est très, très rapide. Et donc, ça explose dans tous les sens. J'imagine qu'eux, ils doivent filmer, du coup, cette expérience. Alors, oui, dans ce fait, j'en avais, mais alors c'est des caméras qu'on appelle des caméras ultra rapides. C'est des grosses caméras qui chauffent énormément et qui prennent 5 millions d'images par seconde. C'est monstrueux. C'est quelques milliers de fois supérieur à la caméra du téléphone. Ah oui, c'est ça, on est sur jusqu'à 50 images par seconde, donc là, même des millions, c'est quand même... millions d'images par seconde. Et donc, c'est très compliqué parce qu'il faut... on imagine bien que là, cette expérience où on impacte le projectile sur une plaque en céramique, c'est assez long à mettre en place, mais le phénomène de fissuration, il est très, très court, il est excessivement court. Donc, il faut bien paramétrer la caméra pour qu'elle saisisse que ce moment-là. C'est un travail très compliqué. Oui, avec le ralenti et tout ça. Ouais, incroyable. Donc, il faut être bien minutieux pour faire vos métiers de manière générale, je note bien. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, l'heure tourne, je n'avais pas vu. J'étais super à l'aise à vous poser plein de questions parce que j'étais à fond dedans. Mais on va passer du coup à Lucille qui nous a partagé des images. Bon, elle parle un peu d'elle-même pour la première. Donc, je veux bien que tu nous dises un petit peu pourquoi tu as choisi ces photos, même si on s'en doute un peu. Bah oui, du coup, en effet, pour le coup, la première, elle est assez représentative de ce que je fais au quotidien. C'est vraiment le cœur de mon métier, c'est du coup d'observer les enfants, de les examiner et de discuter avec le parent, du coup, parce que l'enfant ne peut pas parler, donc on est vraiment à 3. Alors, c'est vrai qu'ils sont très souriants, ça se passe pas toujours aussi bien, mais c'est vraiment, du coup, mon quotidien, c'est vraiment ça, examiner les enfants système par système et essayer de comprendre s'ils vont pas bien, pourquoi, ou s'ils vont bien, et s'assurer que tout aille bien.
Et est-ce que du coup, c'est un métier stressant? Parce que j'imagine que là, il faut trouver souvent des solutions. Comme tu disais, parfois les enfants, ils peuvent être amenés à pleurer s'ils vont mal quelque part. Il faut vite pouvoir identifier le problème. C'est plutôt un métier plutôt stressant, je dirais, en effet, où la plupart des cas sont assez faciles et on est assez sûr de nous, mais il y a toujours certains points qui sont plus difficiles et on repart à la maison, parfois en repensant aux enfants de la journée et en se disant si on a fait la bonne chose au bon moment. Donc parfois, ça peut être un peu prenant, un peu stressant, mais globalement, quand même, on est formé pour que ça se passe bien. Les études sont assez longues pour qu'on soit assez à l'aise et pas stressé à chaque instant. D'accord. Je vais te poser la question des horaires. Est-ce que toi, tu as des horaires? Oui, alors pour le coup, moi, j'ai des horaires assez fixes qui commencent à 8h30 et qui finissent à 18h30, juste pour la simple raison qu'à 18h30, il y a la relève. Du coup, il y a un médecin de nuit qui prend la relève et qui fait la garde de nuit jusqu'à 8h30 le lendemain matin quand on revient du coup travailler. D'accord, parce que alors toi, tu travailles dans un hôpital ou dans un cabinet? Alors du coup, je suis à l'hôpital et du coup, en effet, à l'hôpital, il y a un service continu 24h/24 où il y a toujours un médecin qui est là et qui reste et qui s'occupe des patients qui sont là. Ça doit être quelque chose de rassurant aussi quand on est au sein d'un hôpital, de se dire, bah, tiens, il y a d'autres médecins autour de moi, je peux peut-être parfois leur demander conseil. Est-ce que ça t'arrive avec tes collègues de poser des questions avec eux? Bah, exactement, et du coup, un peu la deuxième photo de l'hôpital, où en effet, on passe tous par la case hôpital quand on est médecin à un moment dans notre carrière, et qu'il y a un endroit déjà pour l'apprentissage, où du coup, il y a les plus anciens qui apprennent aux plus nouveaux. Et entre collègues, entre la même spécialité, on parle très souvent de patients ensemble, parce qu'entre les patients qu'on voit dans les livres et ce qu'on voit en vrai, bah, c'est jamais tout à fait pareil, donc on communique vraiment énormément. Et même beaucoup de réunions avec d'autres spécialités, des radiologues ou des gens plus spécialisés, les cardiopédiatres avec qui on communique. Enfin, vraiment, on communique vraiment énormément ensemble, tous les uns avec les autres. C'est une partie du métier qui est très agréable. On est vraiment une équipe. Oui, excuse-moi, je voulais dire, il y a une bonne ambiance alors au sein du service? Bah, comme partout, je pense que ça dépend lesquels, mais le mien se passe bien, ouais. Ok, génial, tu me rassures. Tu nous parlais aussi de communication, donc forcément, je suis obligée de te poser aussi la question. Est-ce que c'est un plus de parler anglais dans ton métier? Est-ce que, par exemple, même pour tes études, tu étais obligée de parler anglais? Comment ça s'est passé? Alors, pour le coup, il y a un peu deux parties dans mon métier. La partie pratique, vraiment au quotidien, où j'ai pas besoin de parler anglais, à part si je me retrouve avec des patients qui viennent de l'étranger, mais dans ce cas, c'est de l'anglais assez bateau et finalement, on s'en sort pas si mal, ou avec des traducteurs. Mais c'est pas une nécessité dans cette partie-là. Après, il y a l'autre partie dans la médecine où en fait, c'est une science qui faut toujours se maintenir au courant, toujours se mettre à jour. Et pour le coup, toute la recherche, en effet, est faite en anglais. Et donc, pour se maintenir un peu au courant de ce qui se passe, c'est bien de parler anglais pour pouvoir lire des articles et se mettre un peu à jour. Bien sûr. Mais au quotidien, l'anglais est vraiment pas nécessaire. D'accord. Donc, c'est un plus, mais c'est pas forcément un moins si on l'a pas. On s'en sort sans. Ouais. Ok. Et puis, au pire, on appelle nos collègues s'ils sont libres. Ouais. Très bien. Alors, on a une question dans le chat qui te dit j'ai pas suivi, Lucille travaille la nuit aussi ou jamais? Ça doit être chaud niveau sommeil. Oui, bah alors si quand on travaille à l'hôpital, on participe au tableau de garde de nuit, tous les médecins du service. Et du coup, on fait, ça dépend des périodes, mais 3 nuits par mois peut-être, où on dort à l'hôpital en effet. Et ça peut dérégler un peu parfois, mais finalement, ça se passe pas si mal, on prend le pli et le lendemain, évidemment, on est de repos de garde, on ne travaille pas, donc on a une journée pour récupérer le lendemain. De reprendre l'énergie à bloc pour la suite. Ok, trop bien. Alors, quelles peuvent, on imagine un peu, parce que c'est vrai que contrairement aux autres intervenants, on a un peu une idée déjà du métier que tu as, mais est-ce que du coup tu reçois tout le temps des patients? Est-ce que parfois de ton côté tu te renseignes, tu essaies d'approfondir un peu ton savoir? Comment vont se goupiller un peu tes journées? Bah, il y a plusieurs facettes. Là, c'est pas en ce moment, je suis aux urgences pédiatriques. Donc là, c'est assez facile, de 8h30 à 18h30. C'est les urgences, il y a des enfants qui arrivent et on
on voit les enfants malades qui arrivent. Mais après, ça, c'est la partie la plus évidente. Et après, il y a une partie aussi formation. Du coup, on travaille avec des étudiants en médecine. Donc, il y a une partie dans la journée, on fait de la formation, on donne des cours aux étudiants et on les chapeaute. Parfois, ils vont voir les patients, on va les revoir avec eux, on reprend l'examen avec eux. Et il y a une partie aussi où on a des demi-journées où on peut, en effet, du temps personnel, soit pour se former encore, soit pour, en effet, aussi l'administratif, gérer un peu le service. Ok, mais alors déjà, tu m'as soulevé 2 points très, très importants selon moi. Alors déjà que tu travailles dans les urgences, alors est-ce que c'est plus... Enfin, on entend souvent qu'il faut tout faire très vite. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est un choix aussi d'avoir choisi les urgences plus qu'autre chose? C'est un choix, en effet, ça va vite, c'est assez appréciable. Et ouais, il y a un patient qui vient, on cherche, on trouve un diagnostic, on lui donne un traitement et il repart. Grosso modo, c'est pas tout le temps aussi simple, mais c'est assez ça. C'est assez satisfaisant. Et il y a des cas beaucoup plus difficiles, il y a des cas aussi faciles. Du coup, il y a un peu de tout. Il y a vraiment une grosse variabilité de maladies qu'on peut voir. Bien sûr, ça j'imagine que d'un point de vue professionnel, ça va être très enrichissant, mais parfois pas toujours très simple. Et donc, alors aussi le côté formation derrière, donc la passation de savoir qu'on retrouve vraiment dans vos 4 métiers, c'est super. Et donc, je vous propose justement de passer au parcours maintenant. Et on va commencer avec celui de Marius, si je ne dis pas de bêtises. On te fait rentrer dans la danse. Oui. Pour venir je ne dormais pas. J'écoutais avec beaucoup d'attention les interventions. Merci. D'ailleurs, je ne l'ai pas relevé parce que c'était par la suite, mais on te demandait aussi si tu avais lu tous les livres derrière toi dans le chat. Alors, je suis chez moi là. C'est mon bureau à mon domicile que je partage avec mon épouse. Donc, alors, elle en a lu plus que moi. Elle était professeure de géographie, d'histoire et géographie dans un lycée, donc voilà. Mais j'en ai lu pas mal quand même. Ah, tu nous rassures. J'aime beaucoup la lecture. Voilà. Super. Donc, pour passer un peu à ton parcours, donc, comme on s'en doute, tu as fait un bac sciences et technologies de laboratoire. Voilà. Tu nous as un petit peu parlé de tout ça tout à l'heure. Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait? Alors, donc, vous voyez déjà, j'ai eu une scolarité un peu en zigzag. J'ai pas un bac général comme on peut avoir. Alors, je sais pas comment on les appelle maintenant, je crois que c'était bac technologique. Donc, à la suite de ça, j'étais toujours animé par ma passion de devenir chercheur. J'ai fait un DUT. C'était en 2 ans. Et bon, comme ça marchait bien, j'ai intégré une école d'ingénieur chimiste. Et donc, au bout des 5 années d'études, j'ai préparé un doctorat. J'ai préparé un doctorat en chimie parce que j'ai rencontré c'est là que c'est important les rencontres, un de mes professeurs, celui avec qui j'ai préparé mon doctorat, qui m'avait carrément subjugué. Ah ouais? Voilà. Et c'était en fait, c'est la chimie, on m'enseignait la chimie un petit peu, c'est comme des recettes de cuisine. On mélange deux produits pour en faire un troisième. Et là, c'était le premier qui introduisait des prédictions théoriques dans ces réactions chimiques. Et ça m'a carrément fasciné. Et c'est là que j'ai voulu préparer donc un doctorat. Donc un doctorat, ça dure 3 ans. Et à la suite de quoi, j'ai préparé le concours d'entrée au CNRS. Donc ça, c'était dans les années 80, 1980. Voilà. Donc maintenant, c'est complètement différent. On ne rentre plus au CNRS après une thèse de doctorat. Il faut partir à l'étranger, faire un postdoc. Moi, l'avantage, ce système-là, je le trouvais très très bien, c'est qu'après le concours CNRS, je suis parti à l'étranger. Au bout de 4 ans, je suis parti faire mon stage postdoctoral, donc dans un laboratoire étranger, avec mon salaire de chercheur CNRS. Et tu es parti dans quel pays pour commencer? Je suis allé aux États-Unis. Super. Voilà. Je suis allé en Suisse aussi, j'en ai fait plusieurs. Parce qu'il n'y a pas de limite.
Enfin, il n'y avait pas de limite à l'époque, hein, je pense qu'il n'y en a toujours pas. Parce quand on rentre au CNRS, on est titulaire de son poste. Et avec mon poste de chercheur CNRS, je peux aller dans n'importe quelle ville de France, dans n'importe quelle université. Il Ça, suffit c'est que génial. voilà. Alors, c'est pas pareil pour les enseignants-chercheurs qui sont attachés à une université. Et on peut même partir à l'étranger, Non, ça faire offre une certaine liberté, en fait. Oui, voilà, c'est une liberté, totale. Alors j'espère que, nos politiques continueront à conserver un statut comme les statuts CNRS avec cette liberté, mais totale, quoi, totale. Non, ça, Liberté du sujet de recherche et liberté du lieu où on veut faire les recherches. Ah, du sujet aussi, bon, ça c'est génial. Oui, oui, oui. C'est bien. Bon, bah, génial, bah, merci de nous avoir présenté ton parcours. La seule chose sur laquelle je vais te faire peut-être juste réagir, c'est que est-ce que on le sent vraiment là je parle aux jeunes qui nous regardent, qui sont en plein justement dans le début de leurs études supérieures, est-ce que ça fait peur de foncer sur des longues études comme ça? Non, ça fait pas peur parce que quand on commence un doctorat, on a un petit salaire quand même, hein. Disons qu'il y a jusqu'au doctorat, il y a donc 5 années d'études. Donc ce sont des études qui sont pas courtes, mais bon, si on aime apprendre, je veux dire, Ça va de soi, c'est pas ça va de soi, voilà. Après le doctorat, on a un petit salaire, hein. Ce qui peut aider déjà. Oui, ben on doit avoir, il va peut-être me corriger, je sais pas quoi, par mois, c'est 1 600 €, non? Ah, on Pour nous une dit bourse maintenant de doc c'est moins? moi, on nous dit moi. Combien? 1 400? À peu près. Voilà donc. Bah écoute, ça va être la transition toute faite pour justement retrouver n'importe quoi, Stéphane, je vais y arriver. Stéphane pour la suite. Merci en tout cas Marius pour ces précisions et puis on se retrouve juste après avec ce que tu préfères dans ton métier, parce que t'aimes un peu moins. Donc alors du coup Stéphane, à nous deux. Alors tu disais que le salaire c'était à peu près de combien selon toi? Bon, en fait, ça dépend un petit peu de qui paye. C'est plutôt, moi, les étudiants que j'ai vus, entre 1200 et 1300, quoi. De ce qui tombe réellement. Après, effectivement, si on fait le coût brut et des choses comme ça, c'est beaucoup plus. Mais ce qui arrive réellement dans la bourse du doctorant, c'est plutôt 1200, 1300. D'accord, mais bon, déjà, ça nous permet de pouvoir vivre effectivement avec un SMIC. Bon, après, on peut arriver à améliorer d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas beaucoup plus qu'un SMIC. D'accord. Merci pour la précision. Et donc, on va passer à ton parcours. Alors, du coup, tu as fait un lycée général avec comme spécialité mathématiques et physique. Jusqu'ici, ça reste cohérent. Tu as fait une fac maths physique avec spécialisation sciences et vie de la Terre en 3e année, sciences de l'univers en licence, du coup, et en master, et un doctorat aussi, du coup, en géophysique spatiale. Un sacré parcours aussi. Donc là, on est pareil, on est sur des longues études. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a passionné de A à Z ou au contraire, à des moments, tu t'es quand même dit, oh là là, ça fait un peu long? J'ai pas entendu la fin, excuse-moi. Je voulais te dire, est-ce que ça t'a paru long, ces études, ou au contraire, tu étais aussi passionné, donc ça ne t'a pas gêné du tout? Ah non, ça m'a paru beaucoup trop court. Ah ouais, trop bien. J'adorais être étudiant. Je regrette maintenant peut-être d'avoir été un peu dilettante, de ne pas avoir mieux travaillé. Mais j'étais, bon, modestement bon élève, ça passait. Donc, chaque année, on me disait, tu peux continuer. Bon, alors voilà, on continue. Mais après, par contre, bon, au moment du doctorat et à la fin du doctorat, j'ai quand même regretté un peu, d'abord que ça finisse. J'aurais bien voulu continuer. Moi, je trouvais que bon, le salaire, effectivement, comme a dit Marius, c'était pas exceptionnel, mais c'était tellement super de faire ça que bon, ça allait très bien quand même si à l'époque j'avais déjà 2 enfants. Et bon, donc ouais, moi j'ai trouvé ça, j'ai adoré faire les études. Bon, je vous dis modestement, j'étais bon élève, donc c'était pas une forte contrainte non plus, quoi. Et à ce moment-là, justement, durant tes études, est-ce que ton métier actuel, c'était vraiment ce que tu t'étais dit, c'est vraiment mon goal, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie? Ou est-ce que tu étais un peu tatillon, hésitant, tu ne savais pas encore vraiment ce que tu voulais faire par la suite?
Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'imaginais même pas que ça puisse exister un métier comme ça, aussi passionnant, avec beaucoup de, comme l'ont dit les collègues, beaucoup de liberté, beaucoup de, et donc bon bah je réussissais, j'ai continué. C'est vraiment en fait des rencontres avec mes enseignants, mon encadrant de doctorat ou des choses comme ça, qui m'ont fait dire mais en fait c'est ça le mieux de tout ce que je peux faire, mais c'est ça le meilleur, si j'y arrive, le meilleur c'est ça. Donc voilà, et j'ai eu la chance d'y arriver. Super, donc oui, donc tu as fait 1 an dans le monde du travail après ton doctorat. Oui, parce qu'il faut, voilà, je ne suis pas arrivé du premier coup non plus. Donc, bon, fallait apporter, mettre de la soupe dans les assiettes. Hein, donc, voilà, j'ai commencé par aller travailler comme tout le monde, et puis à continuer à travailler un peu le soir, et puis continuer à passer des concours, et j'ai fini par en avoir un. Super, alors les concours, comment ça s'organise? Pour des gens comme moi qui ne connaissent absolument rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut présenter un projet? Bon, je reprendrai ce que disait Marius, ça a beaucoup changé entre l'époque où nous, on passait des concours et maintenant, la pression doit être à peu près multipliée par 10. Moi, je sais que sur le concours, qui est un concours unique que j'ai passé, on était 3 candidats. Maintenant, sur les mêmes concours, il serait 30, quoi. Donc, les choses ont beaucoup changé à cette époque. Mais en gros, ça revient, oui, il y a un jury et vous avez réfléchi à une question qui se pose, une question qui n'est pas résolue. Et vous vous présentez en disant moi, ce que je propose, c'est de travailler sur cette question-là. Okay. L'objectif du concours, pour le jury, c'est d'évaluer votre capacité à présenter un problème et proposer des solutions. On ne s'attend pas à ce que vous travailliez sur ce sujet-là pendant 30 ans ou 40 ans de carrière. Ce n'est pas l'objectif. C'est un peu le prétexte pour évaluer votre capacité à être innovant, une capacité à chercher et déjà poser une question. Déjà, se poser une question, c'est déjà quelque chose d'important. D'accord. Ok, merci de nous permettre d'y voir un peu plus clair. Merci pour ce parcours et très beau parcours aussi. Je vous félicite d'ailleurs, vraiment Marius aussi, je ne l'ai pas précisé, mais franchement, chapeau à vous deux. Et je vous propose tout de suite qu'on continue. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. C'est vraiment le moment parce qu'on arrive vers la fin de la seconde partie en tout cas du live, voire même la fin. Donc, on a encore quelques minutes ensemble, donc n'hésitez pas. Et on va passer au parcours de Luc. Donc, Luc, je te retrouve à nouveau. Donc, tu as fait un lycée général avec comme spécialité mathématiques, physique et SVT. Donc là, vous êtes à peu près sur les mêmes types de matières au lycée. Voilà. Et par la suite, tu as fait une fac mécanique et mathématiques à la Sorbonne. Donc déjà, à ce moment-là de ta vie, de ton parcours, tu savais ce que tu voulais faire plus tard? Alors, pas du tout. Ah, pas du tout. Tu arrives vraiment par hasard. Pas du tout. Alors, j'étais plutôt bon élève et voilà, j'étais peut-être un peu poussé par mes parents, je ne sais pas vraiment, mais j'allais être ingénieur. Voilà. Bon, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Pour l'instant, je n'avais pas de passion. Et j'ai discuté avec une professeure à la Sorbonne et j'ai fait un cursus qui est vraiment interne à la Sorbonne, qui s'appelle le cursus master en ingénierie mécanique, donc CMI. C'était un cursus tout nouveau à l'époque. On a un peu plus de cours que les étudiants à la fac classique. Et donc cette professeure, elle était très chouette. J'ai fait une rencontre tout simplement. J'ai fait une rencontre passionnante et donc j'y suis allé. Tiens, ça peut être sympa. Et puis à la fin de mon master, je voulais pas je savais pas trop ce que je voulais faire et j'ai fait un stage à Bordeaux, là où je suis actuellement, avec le chercheur avec qui je travaille actuellement. Et ce chercheur-là, il m'a encore donné le goût de la recherche et je suis parti en doctorat aussi. D'accord, donc c'est vraiment des rencontres, c'est ce qu'on en retient de chacun vos parcours, des rencontres qui peuvent tout faire changer. Et puis même, là, si on peut remettre ça un petit peu dans les professeurs aussi, ça peut arriver, que ce soit au collège ou au lycée, qu'on se trouve une passion pour une matière qu'on ne avait jamais attirée avant grâce à des rencontres. Ça, c'est vraiment, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu la magie de l'enseignement. Donc, pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui enrichit un parcours. Je te laisse continuer, je t'ai écouté. Ouais, non, pas.
pense que, alors j'ai peut-être voilà, j'ai fait un échange universitaire en Suède. Moi, quelque chose qui m'a marqué aussi. Donc c'était pendant mon cursus, donc pendant mon master à la Sorbonne, je suis parti en Suède et j'ai étudié en anglais avec d'autres personnes, d'autres professeurs. Donc ça, c'était une partie très très chouette du parcours universitaire. Mais il y a ça aussi, il me semble, chez les écoles d'ingénieurs. Et ensuite, j'ai fait mon doctorat en mécanique des matériaux / simulation. Et puis, j'ai terminé ce doctorat il y a un an, même pas encore un an. Et puis, du coup, après, j'ai voulu, parce que j'étais pas encore vraiment, j'avais le goût de la recherche. Je l'avais, mais je voulais tout de même aller tester le monde de l'industrie, donc chez des entreprises plus classiques. Et je suis allé chez une entreprise où j'étais ingénieur là-bas, comme ce que je devais être depuis le début finalement. Et ça m'a pas du tout plu. Ça m'a pas du tout plu. Et donc, c'est pour ça que je suis retourné dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse. Alors là, aujourd'hui, donc, je suis ingénieur de recherche, mais c'est pas du tout le même travail que ce que je faisais avant. Et là, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis passionné de ce que je fais. Il n'y a pas un jour où je vais vraiment travailler, entre guillemets. C'est un jeu de travailler. Ça qui est super par la suite de réussir à trouver le métier. Et ça rassure un petit peu parce que quand on voit ton parcours, comme tu nous expliquais au début, tu ne savais pas vraiment vers quoi tu voulais aller. Comme quoi, on peut se trouver même à la fac directement. Ouais, il faut vraiment se rassurer là-dessus. C'est pas grave si vous savez pas ce que les gens veulent faire dès le début. On se laisse. En fait, il faut se laisser aller. Il faut suivre ce qu'on a envie de faire. Et puis finalement, on se retourne derrière nous et puis on voit, j'ai fait 8 ans d'études. Bon, bah, c'était chouette, c'est déjà fini. Mais on est happé dedans, quoi. Ouais, c'est ça qui est rassurant. Écoute, merci pour cette présentation et on va passer tout de suite à Lucille avec son parcours avant de passer aux choses que vous préférez, que vous aimez en commun dans vos métiers. Donc alors, Lucille, toi, tu as fait un lycée général. Bon, bah, j'ai envie de dire un petit peu comme les autres avec vraiment en spécialité SVT et physique. Ensuite, tu as fait la première année de médecine 2 fois. Donc, on sait à quel point elle peut être compliquée cette première année. Donc, je veux bien que tu nous dises, est-ce que c'était vraiment directement une vocation pour toi de devenir médecin ou est-ce que c'est arrivé un peu par la suite en me disant bon bah tiens mes parents ils veulent, j'en sais rien, je sais que ça arrive souvent, mes parents veulent que je devienne médecin, je vais tenter. Non, pour le coup, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants de parents médecins, moi c'était pas spécialement le cas, mais c'est vrai que c'est devenu assez naturellement et assez tôt dans ma vie. Au collège déjà, je savais que je voulais faire médecine parce que c'était un métier pour moi qui était assez concret, assez facile de s'imaginer, qui avait qui aidait, qui était assez simple assez concret pour moi. C'est ça vraiment qui était important et je pense qu'il aidait en plus. Donc c'est vrai que ça a pas. À un moment, je sais que j'étais au jeu essayer de trouver un autre métier, mais en fait, au final, il n'y en avait aucun autre qui correspondait vraiment. Qui correspondait, ouais. Alors, ces études, on dit souvent qu'elles sont très compliquées. Comment toi, tu les as ressenties? Ah bah, c'est vrai qu'elles sont plutôt longues, mais comme pour les autres, il y a une première partie qui est un peu plus théorique et puis après, en fait, à partir de l'internat, donc à la fin des 5 dernières années, on choisit déjà notre spécialité. Donc moi, depuis, c'était pédiatrie. On est déjà à l'hôpital toute la journée, donc c'est des études, mais on est déjà au travail un petit peu aussi, donc on a déjà un salaire et déjà beaucoup différent quand même. On voit directement le terrain, donc ça devient tout de suite beaucoup plus concret au cours des études. Et pourquoi avoir choisi la pédiatrie? Alors ça, pour le coup, c'est un peu hasard. Je suis passée par plein d'étapes, chirurgien, psychiatrie, je pense pas mal de choses. Mais au final, pédiatrie, ce que j'aimais bien, c'est que c'était encore très général et que derrière, on peut encore se respécialiser si on veut prendre un organe spécifique et faire que le rein des enfants, que le cœur des enfants, que les poumons des enfants. Et vu que moi, j'avais pas à ce moment-là, au moment du concours de l'internat, trouvé un peu quel organe, je m'étais dit que ça allait me donner plus de temps. Parce qu'au final, j'ai fait que de la pédiatrie générale finalement d'ailleurs, mais. Ok. Pour avoir un peu évolué, super. Donc, tu as fait 1 an de CDD à l'hôpital et un remplacement à l'hôpital. Donc, ça fait combien de temps maintenant que tu travailles dans cet hôpital? Du coup, entre le moment où ma formation, je l'ai fini dans cet hôpital et je travaille, du coup, ça doit faire 2 ans et demi que je suis dans cet hôpital.
Ok. Et tu t'y sens bien, du coup, tu me disais. Ouais, c'est sympa. Après, on connaît toute l'équipe et c'est une petite équipe, du coup, c'est vrai qu'on travaille bien ensemble. Et on parlait de rencontres tout à l'heure aussi. Est-ce que lors de tes études, tu as fait des rencontres amicales qui peut-être maintenant, eux aussi sont médecins? Est-ce que ça peut t'arriver, parce que ça t'arrive, et puis est-ce que du coup tu peux parfois leur demander aussi conseil ou discuter avec eux pour voir comment ils évoluent? Alors bien sûr, du coup, c'est vrai que les études sont très longues et donc, on a quand même des études pas faciles. On travaille beaucoup tous ensemble, donc on crée un gros réseau dès la deuxième année d'étudiants en médecine et on se suit plus ou moins, mais c'est vrai que du coup, là, ça m'arrive souvent de demander plein d'avis à des amis qui sont devenus maintenant continuer leurs études et qui ont fait d'autres spécialités que la mienne. Et donc on échange. L'entraide persiste. Ouais. Toujours. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir présenté un peu ton parcours. Donc là, je vais faire appel à tout le monde pour la prochaine slide, qui est vraiment ce que vous préférez dans vos métiers, ce que vous aimez un peu moins. Donc là, tout le monde va pouvoir participer. Donc, dans ce que j'aime le plus, Marius nous a dit la liberté d'action. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, c'est ce que j'ai déjà évoqué, c'est que donc avec un statut de chercheur CNRS, en fait, on choisit son sujet de recherche, hein, et on a toute liberté d'action dans la conduite de ce projet de recherche. Si pour les besoins pour faire avancer de ce projet de recherche, j'ai besoin de collaborer avec un collègue japonais, j'ai la possibilité d'établir une collaboration et avoir de l'argent pour pouvoir aller échanger avec lui. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que liberté d'action. J'ai envie d'enseigner, j'enseigne. Si j'ai pas envie, j'enseigne pas. Ouais, c'est vrai que c'est clair. Une richesse dans ce métier pour le coup. Je comprends l'intérêt tout de suite. On a Stéphane qui nous dit connaître le monde. Donc là, j'imagine que c'est bien aussi les voyages, clairement. C'était aussi. Enfin, bon, ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai eu l'occasion de passer réellement des cours théoriques pendant les études. Bon, moi, du coup, vu mon domaine, tu apprends le magnétisme terrestre, il y a des boussoles, tu apprends la gravité, la pomme qui tombe, tu apprends, je sais pas, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des volcans, bref, tu l'apprends tout ça, mais bon, voilà, tout ça, ça reste des cours. Quand tu as l'opportunité d'aller voir tous ces objets et de participer à leur compréhension, à te dire, voilà, oui, ce volcan, il fonctionne comme ça, ce tremblement de terre, il a créé ici, il a fait monter cette île, il a descendre cette électrique, tout ça. Moi, j'ai adoré, effectivement, cet aspect des choses, un peu d'une appropriation, en fait, du monde dans lequel on vit, oui. Et du coup, ayant eu cette appropriation, de pouvoir servir un petit peu de transmetteur, de savoir, je sais pas, quand vous avez des enfants qui vous disent mais pourquoi, la question basique des enfants, et pourquoi, bon, sur tout ce qui concerne la Terre, après surtout il y a plein de domaines, je ne saurais pas répondre, mais pour ce qui concerne la Terre, d'être capable d'apporter des réponses, oui, je trouve ça super et même valorisant. Totalement, ça va être passionnant de t'entendre parler de chaque sujet. Même les repas de famille doivent être bien sympas. Merci. Ensuite, on va passer avec Luc qui nous a dit préférer être à la pointe de la technologie dans son métier. Ça, j'imagine c'est nécessaire. C'est nécessaire. On dit qu'à peu près la recherche, en tout cas dans mon domaine, elle a à peu près 20 ans d'avance sur l'industrie. Donc, on fait des choses que personne ne fait. On travaille avec des codes. Je travaille avec des codes maison. Donc, quand je dis maison, c'est-à-dire qu'on les a fait nous-mêmes, qui arrivent à représenter des choses exceptionnelles qu'on n'arrive pas à faire autrement. On n'arrive qu'à le faire expérimentalement, donc dans la réalité. Mais nous, maintenant, on arrive à le faire sur des ordinateurs. Et toute cette technologie, donc par exemple, on essaye de faire des calculs plus rapidement, on essaye d'être plus précis, on essaye de faire des choses beaucoup plus grandes, des simulations qui prennent en compte plein de choses en même temps. Et tout ça, ça va lentement ruisseler vers,
jusqu'au domaine public où en fait on va dans 20 ans, peut-être que les gens utiliseront ce que nous on a fait aujourd'hui. Ouais, non, Et du coup, c'est formidable d'avoir une longueur d'avance sur ce genre de logiciel. Oui, et puis de faire partie du peu de personnes qui justement ont la possibilité de voir ces avancées, c'est génial aussi. Et puis c'est nous qui les faisons, donc c'est rigolo. Ouais, bah ouais, carrément. Super. Et Lucille, ce qui me rassure pour justement une médecin, de me dire le contact humain, que tu aimes ça. Justement, j'allais dire que j'allais changer, j'allais peut-être dire autre chose. Ah, qu'est-ce que tu allais dire, C'est vrai que du coup, dans le métier que je fais, en fait, on a une capacité, on peut faire tellement de choses derrière hyper variées qu'une fois qu'on finit nos études, après, on a vraiment un champ d'action. On travaille à l'hôpital, à l'étranger, en mission militaire, en libéral, en association. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités de travailler très différentes. Et c'est vrai que c'est un métier où on a du travail facilement partout. C'est vraiment un vrai privilège. C'est vraiment un vrai privilège, ouais. Oui, totalement. C'est vrai que ça fait rêver aussi. C'est vrai qu'on a tendance à se dire tout de suite, médecin, cabinet, son petit cabinet et qui passe son temps juste à voir des patients, en fait. Alors que il y a plein de différentes facettes à ce métier aussi qu'on peut trouver. Donc, merci de le repréciser. Là, pour le coup, c'est vrai que ça vaut le coup de s'y pencher. On va passer maintenant aux choses que vous aimez le moins. Alors, attention, peut-être que ça va fâcher certains. Donc, du coup, on a Marius qui nous dit le poids de l'administration. Alors, ça, on n'en a pas parlé, mais ça va être sympa aussi. Ça. Oui, alors ce que je voudrais dire avant, c'est que les 4 points que nous aimons, moi, je les partage à 100%. Avec les autres? Oui, avec les autres. Alors, le poids de l'administration, ben ça, on l'a vu, donc comme j'ai déjà une certaine expérience, je l'ai vu prendre de plus en plus d'importance dans la conduite du métier. Et c'est tout simplement, ça devient tout simplement insupportable. Le fait de devoir écrire, par exemple, les laboratoires sont évalués tous les 5 ans maintenant, et il faut remplir des documents, mais à n'en plus finir. Et c'est insoutenable. Et il y en a de plus en plus. Et souvent, le constat, c'est que tous ces rapports que nous écrivons, eh ben, on en fait quoi? On ne sait pas ce qui se passe avec ça. Hein? Moi, ce que je crains, c'est que ces documents soient rangés dans une bibliothèque, un peu comme la mienne, là, et que finalement, ils ne servent à rien. Hein. Toutes ces évaluations de la recherche, on se demande à quoi ça peut servir, dans la mesure où, à l'issue de ces évaluations, on n'en sait pas plus qu'avant, et on ne nous donne pas d'indication pour améliorer ou autre chose dans nos recherches. Donc, c'est profondément insupportable pour moi. Je comprends vraiment cette quelque part colère aussi qu'il peut y avoir parfois. Oui, il y a un peu de colère de ma part, mais vraiment… Le changement, mais pas forcément dans le bon sens. Donc, avoir à travailler, à mieux comprendre et à rester vigilant sur ces points. Les initiatives sont peut-être bonnes, mais la façon de mettre ça en pratique, c'est pas bien. Il faudra s'y pencher, en tout cas, si vous êtes intéressé par travailler dans cette branche. Donc ensuite, on a Stéphane qui nous dit le manque de financement pour la recherche. Alors oui, c'est un problème auquel tu fais face. Oui, alors je vais préciser un petit peu ma phrase. Ce qu'il y a surtout, c'est le manque de financement non orienté pour la recherche, et je mettrai un R majuscule sur vraiment le mot lui-même de recherche. C'est-à-dire que on cherche pas forcément quelque chose qu'on sait qu'il y a des chances de trouver. Je vais prendre 2 exemples, si j'ai une petite minute, sur des exemples qui sont un peu sur des choses où j'ai travaillé en aval. C'est Kepler. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins un petit peu qui était Kepler, au XVIIe siècle. Kepler, il a travaillé pendant 20 ans à prouver que les planètes tournaient en rond, parce que ça, c'était divin. Voilà, il fallait que, c'était le monde de Dieu, donc il fallait, ce qui est beau, c'est le cercle. Et au bout de 20 ans, il a tout jeté en disant mais non, ça ne marche pas, c'est des ellipses. Bon, et voilà. Et si dès le départ, simplement il cherchait et il a trouvé quelque chose qui n'est pas ce qu'il cherchait.
Mais ce qu'il a trouvé, c'est essentiel maintenant, puisque c'est les équations qui permettent de lancer n'importe quel satellite. Le deuxième point, c'est par exemple sur les fonds des océans. On connaît moins bien le fond des océans sur la Terre qu'on ne les connaît sur la Lune ou sur Mars, simplement parce qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune ou sur Mars, donc c'est plus facile à faire la carte. Mais pourquoi on connaît pas? On connaît que 10% à peu près du fond des océans. C'est parce que plus personne, plus aucun gouvernement, si je peux me permettre de mettre en haut, ne va financer de la recherche. Je vais au milieu du Pacifique et puis on verra bien ce que je trouve. Ce qui se faisait beaucoup au début du XXe siècle et tout ça, les gens, ils partaient et ils ont trouvé des tas de choses. Ils ont trouvé la tectonique des plaques, ils ont trouvé des choses comme ça. Mais maintenant, si vous dites ça, vous n'avez aucune chance d'être financé. Hein, pour être financé, il faut dire je vais retourner là où j'ai déjà été parce qu'il y avait des trucs et je n'ai pas tout compris. Mais vous ne pouvez pas dire j'y vais, je vais chercher et puis on verra bien ce que je trouve. Et ça, je trouve que c'est vraiment cette limitation du je cherche, au sens propre du terme, je cherche, et peut-être ce n'est pas moi qui vais trouver la réponse, alors qu'en fait, déjà ça, c'est une réponse, c'est-à-dire là où j'ai cherché, ce n'était pas la bonne idée. Hein, déjà ça, c'est un point important, ça va guider les autres. Et donc, je trouve que c'est vraiment dommage que maintenant, on vient, et ça rejoint ce que disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire que on est obligé de faire des financements qui sont des demandes de financement très lourdes, mais aussi très orientées. D'accord. Voilà. Là-dessus. Mais merci, c'est important de montrer ces facettes de vos métiers qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette slide, justement, qui revient sur ce que vous aimez le moins aussi dans vos métiers, parce que ça ouvre un petit peu la porte à d'autres problématiques qu'on peut rencontrer dans vos milieux et être un peu plus vigilant là-dessus pour la suite. Donc, merci beaucoup Stéphane pour ta prise de parole. Et on va continuer avec Luc, qui dit ce que tu aimes le moins, c'est la reconnaissance dans ton métier. Quelle reconnaissance pour toi? Eh ben, exactement. Quelle reconnaissance. Déjà, je tiens à dire que je partage les 2 points du dessus, évidemment. Et oui, la reconnaissance, c'est… les gens ne savent pas vraiment ce qu'est un chercheur ou même le monde de la recherche en général. Ils s'imaginent Einstein avec les cheveux en bataille qui écrit des équations à la longue sur son tableau blanc. Mais c'est pas que ça. On ne sait pas vraiment ce qu'est un chercheur. Et on n'en parle pas beaucoup. Et donc après, lorsqu'on veut mettre ses travaux en lumière ou bien aller travailler dans des entreprises ou même collaborer avec des entreprises, eh bien, on a on n'a pas cette reconnaissance qui je dirais pas qui nous est due, mais en tout cas qui… Si, quelque part, si, quand même. Ouais, parce que le chercheur, il est expert dans son domaine, mais il a des compétences transverses multiples. Les gens parlent anglais, ils ont cette adaptabilité au travail, et non, il y a des gens qui ne savent pas ça. Et c'est quelque chose qu'il faut, du coup, il faut dialoguer, il faut montrer aux gens ce que la recherche peut faire, et voilà. Et en tout cas, c'est le genre de métier qui nous impose, de gré ou de force, l'humilité, en tout cas. Totalement, mais justement, il faut aussi bien montrer quand il le faut, mettre ses qualités en avant, et puis ce temps passé et cette passion que vous avez tous en commun est très importante et qui fait vivre vos métiers. Et c'est grâce à vous aussi que le monde avance. Donc, merci vraiment à vous tous. Là, je tiens vraiment à le repréciser. Et puis, pour Lucille, tu nous as parlé des études et je trouve ça très drôle parce que justement, les 3 autres intervenants nous ont dit que limite, c'était ce qu'ils avaient préféré dans leur métier. Mais bon, après, tu étais en médecine, peut-être que c'est un peu différent. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Comment tu voudrais réagir là-dessus? Non, c'est peut-être la seule différence, c'est que c'est vrai que avant de vraiment savoir faire notre métier, c'est assez tard. Je pense que c'est qu'à 30 ans que je me dis, tiens, ça y est, j'ai un métier que je sais faire. Donc, il y a juste une grande phase où on fait des études et on voit pas trop le bout tout le temps. Mais quand on voit le bout, c'est super. Mais c'est vrai qu'il y a juste peut-être les dernières années, on n'a pas encore la globalité de ce qu'on va faire et on n'a pas encore les connaissances. Et du coup, à 30 ans, on commence juste pour la première fois à savoir faire quelque chose. C'est un peu ça l'idée. C'est tard, mais après, ça vaut largement le coup. C'est vrai qu'après, il n'y a pas mis de points négatifs non plus derrière. C'est du négatif. C'est aussi du positif. À part peut-être l'administration un peu comme Marius aussi. Mais... Ah, ok. On se retrouve sur les métiers. Mais... Tout le monde est d'accord avec Marius, quoi. Dans l'administration, c'est terrible. Oui. Mais
Mais la reconnaissance aussi, je suis d'accord avec. On a du mal quand même à avoir une reconnaissance du public. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a déjà, on dit, vous êtes un chercheur, oh, moi je préférerais que vous soyez un trouveur, ou des trucs comme ça, là, Ouais. qui font mal. Et puis voilà. Et puis j'ai en mémoire un film d'Alain Resnais, c'est On connaît la chanson, je crois. Et il y a l'héroïne qui soutient une thèse de doctorat en histoire, et donc elle explique ça à quelqu'un d'autre. Elle dit, c'est les chevaliers paysans du lac Paladru. Et alors l'autre lui répond, il dit, mais ça sert à quoi? Et elle lui répond, pour faire parler les imbéciles. Et ça, des fois, j'ai vraiment envie de le dire. Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, je m'adresse vraiment à tous les quatre. Vraiment, ne doutez pas de ce que vous faites. Moi, vous m'avez fait personnellement vraiment rêver avec tout ce que vous m'avez raconté. Ça fait très bien, ça fait vraiment une prise de fraîcheur dans nos métiers, de voir justement autant de passion, autant de dévouement aussi à vos métiers. C'est vraiment quelque chose qui vous relie tous les quatre. Donc, merci à vous et ne doutez jamais de pourquoi vous faites ces métiers, parce que ça se sent, ça respire, ça se voit que c'est fait pour vous. Et d'ailleurs, alors dans les commentaires, ça me fait rire, j'ai pas pu vous lire énormément de commentaires à cause du timing, déjà qu'on a beaucoup dépassé, mais sachez qu'il y a eu énormément de réactions et notamment, j'en retiens une qui dit jamais j'avais rencontré autant de personnes qui avaient fait autant d'études. Donc ça m'a bien fait rire pour le coup, c'est une forme de reconnaissance déjà pour les études des élèves qui nous ont regardés. Et juste pour la fin aussi, si quelqu'un veut bien répondre à ça, est-ce que vous avez un dernier conseil pour l'orientation de celles et ceux qui nous écoutent, notamment Louis qui dans le chat s'est fait entendre, qui aime la physique-chimie et qui se demande encore ce qu'il veut faire plus tard? Est-ce que vous avez un petit conseil à lui donner? C'est difficile de donner des conseils. Hein. Donc, ouais. Peut-être quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise au début de vos études, peut-être? Bon, qu'est-ce que tu peux répondre, toi, Stéphane? Ça se renvoie la balle. Oui, non, moi, ce que je dirais, c'est que souvent, quand on est encore au lycée, alors, c'est un peu presque le contraste entre ma situation et peut-être celle de Marius, mais tu ne sais pas forcément ce dont tu as envie. Tu as envie de faire des maths ou de la physique, voilà, faire de la physique, mais la physique entre ce qu'on présente ici et ce que l'on peut imaginer quand on est gamin, ça peut être très différent. Et donc, tu ne sais pas forcément ce que tu veux. Et donc, ce qu'il faut, je vais être peut-être un peu bête, mais il faut se fermer. Si on pense qu'on a envie de faire ça, il faut se fermer aucune porte. Et le meilleur moyen de se fermer aucune porte, c'est d'avoir de bons résultats scolaires pour pouvoir effectivement, après, être en capacité de rentrer dans le domaine, que ce soit en médecine, que ce soit en physique, que ce soit parce qu'on se sera gardé toutes les portes ouvertes, quoi. Ça paraît un peu bête et peut-être un peu vieillot comme discours, mais souvent on ne sait pas. Enfin, encore une fois, moi je dis, mais moi quand j'étais au lycée, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être que le métier de chercheur et même de ce qu'était réellement la physique. Hein. C'est quoi la physique, comme le collègue nous l'a expliqué, ou comme même la chimie. On ne comprend pas bien. On apprend quelques trucs comme ça, mais le démarrage est très lent. Et c'est normal. Même 10 ans d'études, ce n'est pas forcément suffisant. Donc, le démarrage se fait pas à pas, tout doucement. Et vraiment, si j'avais un conseil à donner, puisque c'est la question, ce serait essayer de bien écouter tout ça, de bien tout emmagasiner pour après avoir les capacités pour pouvoir choisir. Et puis, moi, je suis tout à fait d'accord. Et je rajouterais aussi peut-être un truc, c'est croire en soi. Oui. C'est important. Et moi, je rajouterais peut-être un truc aussi, c'est que les gens fassent ce qu'ils aiment faire, tout simplement. Si les gens aiment faire des maths, du sport, de l'histoire, mais qu'ils y aillent jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait plus, qu'ils trouvent leur métier, quoi. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses dans ce qu'on aime faire. Merci beaucoup. C'est une très belle conclusion à ce live. Donc, merci encore, Marius, Stéphane, Luc et Lucille de nous avoir
partager céder quelques minutes, voire même quelques heures pour nous parler de vos métiers. Vraiment, j'ai vu... ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Ça redonne foi en l'avenir, justement. Et vous êtes l'avenir, vous qui suivez. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner, comme vous l'avez précisé, sur tous ces sujets et trouver le secteur de vos rêves. En tout cas, c'est notre mission chez MyFuture et Impala aussi, qui a co-organisé ce live avec MyFuture. Donc, n'hésitez pas à aller nous voir pour mieux comprendre. En tout cas, nous, on essaie de faire découvrir un maximum de monde professionnel. J'espère qu'on y arrive. D'ailleurs, on va vous donner un petit sondage dans le chat, si vous avez vraiment une minute pour pouvoir remplir, pour être sûr de voir, avoir un petit peu vos retours, vos avis sur ce qu'on pourrait, nos marges d'amélioration. Je vais y arriver. On arrive à la fin de ce live. Je vais réussir à le finir. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà, et merci à la Cité des métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le prochain live, c'est le 26 novembre à 11h. Ce sera un live spécial industrie. Donc là, on va changer de secteur. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Donc, je vous invite à regarder la programmation sur notre site internet directement. Merci encore à nos intervenants. J'espère que vous avez passé tous un bon moment. Oui. Ouais, mais moi, j'aurais bien aimé entendre Marius parler anglais aussi. Ah, ok. Ah oui, Marius. Oui, je m'en suis rappelé. Est-ce que tu peux dire à tout le monde de passer une bonne soirée et de dire au revoir à tout le monde en anglais, s'il te plaît? Okay, my dear, I wish you an excellent afternoon, and I wish you also to find your way for your future. And what can I add? Bye. No, it's okay. Yeah. Have a luck. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment, de tout ça. Et puis, je suis très heureuse d'avoir eu le privilège d'entendre ce parler. Merci de me l'avoir rappelé, je l'avais oublié. En tout cas, très belle. Désolé, Marius. Oh non. Il va t'en vouloir après, attention. Très belle conclusion à tout ça et à très vite pour un prochain live sur MyFuture. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye.